plus sérieux. C'est crédible. J'ai commencé par un préambule que vous connaissez tous, c'est qu'en histoire, on a deux sources uniques pour la connaissance de l'histoire antique et médiévale, l'archéologie et la littérature. Voilà, c'est les sources uniques qu'on a. Quand on a les deux, c'est mieux. Le gros problème des Celtes, c'est qu'ils n'aiment pas la deuxième. Si on prend un petit peu l'histoire de la littérature celte, les textes les plus anciens qu'on possède en celte, ce sont des pierres tombales, les pontes, qui, à part savoir que c'est du celte, ça n'a pas apporté grand-chose quand même. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est les premiers écrits celtes. Ensuite, on a toute la littérature celtibère, 2e siècle à peu près, mais là, c'est que des textes de droit. Donc c'est pareil, à part connaître un peu mieux la langue celtibère, ça n'apporte pas grand-chose sur la mythologie. Sinon, à part un texte qu'on trouve dans une grotte à Peñaba de Vilastar, il y a une prière à Lugh. C'est la plus ancienne prière qu'on connaisse de langue celte. Allez, si un jour vous allez en Espagne, allez, près de la côte, dans le désert, vous allez voir la grotte, qui était un béton. Donc on n'a absolument aucune littérature importante sur la connaissance qu'ils avaient. Et la littérature a commencé à être rédigée par les Irlandais, en fait, c'est les premiers au 8e siècle. Alors pourquoi ils vont commencer à rédiger, on s'est beaucoup posé la question, sans doute parce qu'il commence à y avoir une perte de savoir, et donc il y a certains qui se disent qu'il faut absolument maintenir ce savoir. Donc les premières rédactions vont arriver au 8e siècle. Du 8e siècle, on n'a aucun texte de cette époque-là. On n'en possède plus. Mais on le voit très très bien dans les textes suivants, c'est qu'en fait, ils vont s'amuser à recopier les textes. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que on voit très bien dans des copies du 12e, 13e, 14e siècle, on a des textes qui sont en vieux gaélique, langue qu'ils ne parlent plus. Et c'est pour ça que c'est bourré de fautes d'ailleurs, parce qu'ils ne comprennent plus ce qu'ils recopient. Mais voilà. Mais c'est vraiment le début, c'est 8e siècle. La première rédaction du livre Gevalaren, qui est certainement le premier livre qui a été mis en récit. Voilà, c'est vraiment. Je traduis le livre des conquêtes de l'Irlande. C'est ça. Le livre des conquêtes. Et en plus, on sait que par certains écrits secondaires, on sait que ce récit n'était pas christianisé. Donc au début. Je souligne. Pareil logique. Voilà, au début. Ah, c'est pas logique du tout, et pas dans la tête des gens aujourd'hui. Au début, les récits n'étaient pas christianisés, et à partir du 9e siècle, 10e siècle, on a ce qu'on appelle la réforme grégorienne, qui est le fouteur absolu, quoi. Où l'Église prend le pouvoir et écrase tout le monde. C'est vraiment là que ça va commencer. Et donc, du coup, pour sauvegarder les textes, voilà, ils vont commencer à les christianiser. En gros, le cheminement des textes. Donc, en fait, la littérature irlandaise, tout ça pour revenir, c'est la plus ancienne littérature celte, et je pense que c'est le seul corpus qui concerne la tradition celte en Irlande, et aussi un peu en Écosse, parce qu'on a le livre Bretnard, le livre des Bretons. Voilà, qui parle un peu des Pictes aussi, peuple qu'on a complètement zappé. On sait maintenant que c'est des Celtes, mais pendant des années on ne sait pas. Voilà, donc c'est vraiment le fondement de la connaissance celte qui est dans ces textes. Les Gaulois n'ont jamais rien écrit, à part des petits textes, enfin des mots, quoi. Donc c'est bien dommage. Et on a juste au niveau du Pays de Galles, au niveau des Bretons, la seule tradition qui va submerger, c'est le cycle arthurien. Voilà, mais c'est tout. Donc c'est juste un tout petit morceau en fait de la connaissance qu'ils avaient. Alors la littérature irlandaise, donc elle va vraiment, les ouvrages qu'on possède actuellement, les plus anciens sont du XIe siècle. Voilà, c'est le manuscrit, XIe siècle le plus récent. Le plus important, c'est le livre de Leinster du XIIe siècle, vraiment du tout début du XIIe siècle. Ensuite, on va avoir pas mal d'ouvrages qui vont être du XIIIe siècle. On est passé à du moyen gaélique. Puis ensuite, 15e, 16e, 17e siècle, on va continuer à copier. Et souvent, on va retraduire dans le nouveau gaélique. C'est une catastrophe. Quelquefois, ils ne comprenaient pas celui qui est avant. Donc, quand ils ne savaient pas, ils inventent. Ou alors, quelquefois, je disais tout à l'heure, ils vont prendre un personnage, il n'y a que le prénom, donc ils vont dire c'est qui, et ils vont mettre une généalogie, mais ce n'était pas le bon. Donc, quelquefois, c'est compliqué pour arriver à retrouver un petit peu qui c'est réellement, qui sont les personnages. De plus, l'orthographe, c'est pas leur truc. Et franchement. Je râle souvent, mais. C'est une époque moderne. C'est ça. L'autre jour, je suis tombé sur un mot, pour vous donner une idée, mort violente.
ça se dit IE, A-I-D-E-D. Sur un titre de livre, c'était A-I-G-E-D. J'ai quand même bien cherché 5 minutes pour savoir ce que c'était que ce mot. Ah oui. Mais effectivement, ni le G ni le D se prononcent, donc c'est pas gênant. en France. Et quand c'est pour des mots, c'est pas trop gênant. Quand c'est pour des noms, c'est plus problématique. Et au CHU, ça peut s'écrire E-O-C-H-U, E-O-C-H-A-I-D. Coibré, par exemple, ça peut s'écrire C-A-I-B-R-E, C-A-I-P-R-E, C-O-I-B-R-e, C-O-I-B-R-E. Donc c'est toujours la même personne. Donc c'est pas toujours évident, effectivement, dans cette littérature, d'arriver à faire le lien entre les différents personnages. Je vais revenir à la littérature proprement dite. Dans la littérature médiévale irlandaise, c'est ce qu'on appelle la sens, senchas ou senchus, ça dépend des orthographes. C'est le même mot en fait. Non, il n'y a pas de U, c'est une erreur de U. Ah oui. Et alors la scène, c'est assez marrant parce que c'est un mot qui n'est pas traduisible en français. Scène, ça veut dire à la fois la tradition, la mythologie, la légende et l'histoire. Ah oui. En fait. Et c'est quelque chose de vraiment typiquement celte, qui fait un bloc complet de tout en fait. Il n'y a pas de cloisonnement dans le savoir, c'est un savoir qui est complet entre ce qui est réellement historique, ce qui va être légendaire, ce qui va donner du domaine de la mythologie et du domaine de la poésie, etc. Donc vraiment, ça s'appelle le sens et c'est pas traduisible. Tu écris comment? S-E-N-C-H-A-S. Comme ça se prononce pas. Comme sur la couverture du livre. Alors, dans le sens, on a 4 types d'ouvrages. On a les ouvrages qu'on appelle, désolé, c'est comme ça qu'on les appelle, païens, qui sont peu nombreux. Les ouvrages christianisés, les ouvrages lourdement christianisés et les ouvrages chrétiens. C'est les 4 types d'ouvrages qu'on va pouvoir trouver. Alors, les ouvrages, effectivement, non christianisés sont les plus intéressants. Dans les grands ouvrages, on en possède 2, en fait. Vous avez peut-être déjà tous lu La destruction de l'auberge de l'Alberga et Le siège de Guthrum d'Ader. Ouais. Qui sont les 2 textes qui sont des textes. Enfin, il y a une petite touche chrétienne, mais elle est très très légère. Dans La destruction de l'auberge de l'Alberga, il y a juste un couillon de moine qui s'est amusé à transformer les dias en dieux. C'est-à-dire qu'il a transformé les dieux en dieux. Mais il n'a pas transformé le verbe à côté, donc ça se voit pas du tout. Ça, c'est fort. Donc alors ça, c'est des ouvrages effectivement qui ne sont pas du tout christianisés, qui sont extrêmement intéressants pour avoir la pensée directe en fait des Celtes. Ensuite, on a la deuxième classe d'ouvrages, donc les peu christianisés. C'est aussi très intéressant parce que c'est juste un texte tout à fait normal sur lequel on va rajouter un grand saint d'Irlande pour justifier que le texte, on peut l'écrire. Tout simplement. Et souvent, d'ailleurs, le saint lui-même doit se demander ce qu'il fout dans l'histoire. Voilà, on rajoute un saint. Dans plusieurs ouvrages, c'est Saint Kéran est souvent pris comme gars de passage, mais il a aucun rôle, quoi. Il est juste là pour dire, si, c'est une histoire avec un saint, un des grands saints d'Irlande. Et donc, du coup, effectivement, dans le protectorat qui s'est mis en place par l'église d'Irlande, en particulier au Xe, XIe, XIIe siècle, il y a un saint, ça passe. Même si le récit n'a rien de saint. Le troisième type d'ouvrage, c'est les ouvrages fortement christianisés. Alors là, pour le coup, il y a vraiment, ça va être par exemple la rédaction 3 La rédaction 3 du Livre des Conquêtes est très très christianisée. Alors parfois, l'ultra-christianisation d'un texte va complètement chambouler le texte. Du coup, on a du mal même à comprendre comment était le texte à l'origine. C'est par exemple un texte qui est magnifique pourtant, c'est La mort tragique des enfants de Lyre, où la fin elle est complètement christianisée. Donc, en fait, même si le début l'est pas, la fin, on ne connaît pas la fin, on a la vraie fin. Ça va un peu quand même modifier le texte. Et puis des ouvrages comme le Georges Valérien, rédaction 3, qui est complètement christianisé. On commence quand même par les 11 premiers chapitres de la Genèse. Commenté. Mais comme je disais tout à l'heure, il est tellement christianisé à outrance qu'en fait, ça en est sympa parce qu'il donne des éléments supplémentaires sur la mythologie. C'est le seul ouvrage où on dit que les Tuatha-Dé Danann, c'était Dieu. C'est très très drôle parce qu'on voit qu'il y a 2 rédacteurs en plus. Il y en a un qui dit voilà, ils sont arrivés en même temps que les démons du ciel, mais eux, leurs actions sont bonnes, donc ils sont bons. Et il y a un autre moine sans doute qui a dû rajouter après, mais ils vont tous cramer en enfer.
le même style. Incroyable. Incroyable. Alors ça, c'est le troisième type d'ouvrage. Le quatrième type d'ouvrage, ce sont les ouvrages chrétiens. En fait, c'est beaucoup des vies de saints. Mais même si dans ces ouvrages chrétiens, les vies de saints sont souvent à charge contre les druides, je vois dans la vie tripartite de Saint Patrick, qui est de la légende absolue, mais ça donne quand même beaucoup d'éléments, mine de rien, pour la société celte à l'époque de Patrick. Ça, c'est intéressant. Il faut arriver à extraire de ces ouvrages, justement, le substantifique moelle en fait, du texte. En étant compte, il donne des éléments qu'on n'a pas. C'est vrai que même les vies de saints, il ne faut pas cracher dessus parce qu'elles peuvent être intéressantes. La vie tripartite de Saint Patrick, il y a beaucoup d'éléments. C'est là qu'on a la coiffure des druides, qui est décrite. C'est des choses qu'on ne connaissait pas. Les buissons sacrés ici sont mentionnés. Parce que Patrick, on va en créer un avec j'ai mis une petite note, Patrick venait d'inventer la couture, mais. C'était bien de reconnaître la coiffure des druides. Si jamais on avance là-bas. C'est vrai qu'il faut être conscient. Si on veut être historiquement compatible, on va tous être très particuliers. Oui, tu te rends compte, ranger jusque-là. Il faut savoir que les premiers moines d'Irlande avaient cette coiffure. Les moines vont reprendre cette coiffure quasiment jusqu'au 9e siècle. Oui, c'est la chose de l'Église. C'est ça de le faire. Bah, moi, j'ai pas un gros effort à faire. Coiffé par une vache. Crâneur. Moi, je suis pas très. Je dis ça comme ça. Et il y a C'est dur à porter. Hein. C'est naturel chez J'ai moi. entendu qui fait ça. Ah ouais. Une crêpe, quoi. Non, il y en a l'inverse. Non, au contraire. Ah, tu fais un sillon, quoi. C'est ça. Tu mets une prune. Attends, c'est rasé jusqu'à Là, là. et puis Et au milieu, et les deux sont ramassés C'est ça, ouais. en deux bosses. C'est ça, oui. Voilà. J'essaye. La vie des saints, faut pas. Non, parce qu'il y a. Si je le fais. On a plusieurs éléments, par exemple sur Montrouge, je ne l'ai pas traduit, mais on voit dans la ville de Saint-Kéran, on a le fait que la fameuse roue ramante, là, son vaisseau spatial, Kéran dit c'est lui qui va venir à la fin des temps. On a encore des éléments qu'on n'a pas dans la ville de Montrouge.